Deuxième caractéristique, déploiement de l'esprit critique. Le philosophe doute de tout parce qu'il veut arriver à établir la différence entre le vrai et le vraisemblable. Troisième caractéristique, la quête du savoir. Le philosophe ne possède pas le savoir, c'est quelqu'un qui est toujours à la quête du savoir. C'est bon. Maintenant, je ne fais qu'appliquer. J'ai mes trois caractéristiques au moins. Je compare avec la religion. J'ai mes trois caractéristiques, je compare avec la science. Et je règle mon problème. On nous demande d'utiliser la raison. Ah si, bien sûr. La religion nous demande d'utiliser la raison. Hein? La religion nous demande d'utiliser la raison. Ah oui, un bon croyant est quelqu'un qui se sert de la raison. Alors quand vous regardez la sourate An-Nahl, les abeilles, ça, dans le Coran, An-Nahl, les abeilles, ça revient plusieurs fois à la formule où Dieu dit « Je m'adresse aux gens qui réfléchissent. Je m'adresse aux gens qui sont doués d'intelligence. Je m'adresse aux gens qui entendent. » Quand il parle d'entendre, c'est les gens qui se servent de la raison. Et des fois, la parole divine est une parole scriptée. Il vous est arrivé au moins de lire le Coran, des fois. Des fois, la parole divine est cryptée, c'est-à-dire que c'est une parole codée, qui suppose l'utilisation de la raison pour décoder, pour connaître le vrai sens de la parole divine. Dieu écrit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, la vache, qu'il a écrit tout le Coran avec 3 lettres. Il a écrit tout le Coran avec 3 lettres. Alif, Lam, Mim, Zalik, Al-Kitab. Mais tout le monde sait que le Coran n'est pas écrit avec 3 lettres. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Là, je dois me servir de la raison pour comprendre le vrai sens de la parole divine. Même sur la question de la polygamie, il y a des fois des oppositions entre les érudits. Certains érudits vous diront que vous avez la possibilité de prendre 9 femmes. Oui, parce qu'ils font une interprétation. Ils font une interprétation, ils vous disent, bon, on vous demande de prendre 4, et 3, et 2, et 1. D'autres disent, non, c'est pas ça. C'est 4, ou 3, ou 2, ou 1. Donc, ce qui fait que certains érudits vous disent, bon, moi j'ai fait ma propre interprétation, et voilà la conclusion à laquelle je suis parvenu. Donc, c'est cela. L'idée que le philosophe est quelqu'un qui s'appuie sur la raison, mais la religion aussi nous invite à mettre l'accent sur la raison. Ibn Rushd, c'est, vous connaissez certainement, c'est Averroès. Ibn Rushd, c'est un penseur arabe. Ibn Rushd dit que l'utilisation de la raison est une exigence religieuse. L'utilisation de la raison est une exigence religieuse. Donc la religion n'exclut pas l'usage de la raison. Donc première caractéristique, on trouve un point commun. Maintenant, on prend la deuxième caractéristique. C'est quoi? La deuxième caractéristique, déploiement de l'esprit critique. Le doute. Est-ce que là, la philosophie et la religion vont s'entendre? Le doute. Est-ce que la religion accepte qu'on doute de tout? Ah ouais, là, on trouve des points de divergence. C'est comme ça qu'on fait une analyse. Je cherche les points de convergence, je cherche les points de divergence. Sur la question du doute, il est clair que la religion considère qu'il y a des dogmes. La parole divine est une parole, comment on dit en français, dont on ne peut pas douter. C'est une parole, non, donc on garde doute. On garde le mot doute. Il ne faut pas dire indoutable. C'est quoi? Oui, on garde le doute. Oui, vous vous rapprochez des indéniables. Mais on garde l'autre doute. Indiscutable. Indubitable. 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 La parole divine est indubitable. C'est-à-dire qu'on ne doit pas douter de la parole divine. C'est indubitable. Bon, là aussi, pour des questions de démarche, hein, des fois aussi, quand on fait le bac, pas seulement le bac, hein, quand on fait un exercice n'importe lequel, il faut utiliser les mots dont nous maîtrisons la signification. Parce que des fois, il y a un problème. Hein. Moi, j'ai été dans une localité du Sénégal il y a 2 semaines pour faire une affaire de philosophie. Et un élève a voulu poser une question. Il a levé la main, je lui dis vas-y. Il me dit, mais monsieur, qu'est-ce qui fait que notre monde est aujourd'hui exclusif et durable? Notre monde est devenu exclusif et durable. Vous savez ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que dans notre monde, il y a des exclusions. Et c'est très dur. Que dans notre monde, il y a beaucoup d'exclusions. Il y a des gens qui sont exclus. Et c'est très dur. Et regardez comment il l'a formulé. Il a dit notre monde est exclusif et durable. Mais je crois qu'on peut être plus simple. Parce que ce qu'il a dit là, personne ne comprend. Bon,
Quand il a dit ça, bon, monsieur, j'ai une question à poser. Je dis, vas-y. Il me dit, mais qu'est-ce qui fait que notre monde est exclusif et durable? Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire en fait? Il me dit, mais il y a des catégories, il y a des gens qui sont exclus. Et après, c'est très dur pour eux. J'ai dit, mais dis-le comme ça. Tu n'as pas besoin de dire que c'est... Donc voilà, on peut être très simple. La phrase française n'est pas compliquée. C'est sujet, verbe, complément. Et on fait une excellente phrase française. Donc, au niveau de nos copies aussi, il faut que nous fassions preuve de modestie. Que quand j'utilise un mot, que je suis persuadé de connaître le sens du mot. Que quand je dis gougnafier, je dois savoir ce que ça signifie. C'est quoi gougnafier? Ah, vous n'êtes pas au courant de la polémique actuelle. Vous n'êtes au courant de rien. Vous ne suivez pas l'actualité. Il y a un homme politique sénégalais qui a été envoyé en prison. Il s'appelle Moustapha Diakhaté, pour avoir dit que le président et le premier ministre sont des gougnafiers. Alors gougnafier, ça signifie quelqu'un qui ne sert à rien. Quelqu'un qui n'a aucune utilité. Mais je veux dire que quand on utilise un mot, on doit connaître sa signification. On ne peut pas écrire comme on veut. On ne peut pas écrire comme on veut. Et le philosophe est quelqu'un qui est très méticuleux par rapport au concept que nous utilisons. Donc on fait attention aux concepts que nous utilisons. On fait attention aussi aux auteurs que nous convoquons. Parce que des fois, je prends une citation et je mets comme auteur quelqu'un qui n'en est pas l'auteur. Ça aussi, c'est pas bon. Je prends une citation de Platon et je dis que c'est Nietzsche qui l'a dit. C'est une catastrophe ça. Parce que Nietzsche et Platon, c'est deux philosophes qui défendent des points de vue totalement différents. Je ne peux pas prendre une citation de Nietzsche et l'attribuer à Platon, c'est pas possible. Je ne peux pas non plus inventer un auteur. Moi, j'ai été prof de philo à Saint-Louis et un de mes élèves avait écrit, comme le dit un nouveau philosophe polonais. Bon, il se dit déjà, le prof, il ne va pas savoir parce que c'est un nouveau. et après c'est un polonais. Et il invente son nom. Un nom qui sonne polonais, quoi. Je ne sais plus quel nom il est. Bon, maintenant, vous avez vu tout à l'heure quand vous avez parlé de BBL, M. Sen, tout de suite, a pris son téléphone et a pu voir ce que ça signifie. Donc quand vous inventez, quand on invente un auteur, d'accord, on va dire que c'est un nouveau philosophe serbe, en disant que la Serbie, on ne connaît pas. C'est un nouveau philosophe, je ne sais pas moi. On prend des nationalités compliquées. Et il avait écrit ça, un nouveau philosophe polonais. Alors, c'est cela. Je crois que là aussi, le philosophe est quelqu'un qui doute, alors que dans le domaine de la religion, il y a des dogmes qui sont établis et nous devons les accepter comme tels. Troisième caractéristique, c'est quoi? La quête du savoir. Vous vous rappelez? Est-ce que la religion nous invite à chercher le savoir? Ah ben oui, la religion nous invite à chercher le savoir. Ça, vous le savez, non? Dans la religion musulmane, par exemple, il a été demandé au prophète d'aller apprendre. Ça, c'est quoi? C'est Iqra. Donc, Iqra, il faut apprendre. Il faut chercher le savoir. Et le prophète lui-même disait qu'il fallait aller chercher le savoir jusqu'en Chine. Cheikh Ahmadou Bamba, dans le Kun Kantiman, dans un de ses écrits, le Kun Kantiman, où il parle de recherche du savoir chez les jeunes, Cheikh Ahmadou Bamba dit un jeune, c'est-à-dire vous, qui cherche le savoir, il ne doit pas avoir peur de la faim. Il doit être prêt à affronter la faim. Donc, vous là, les élèves de terminale, vous ne devez pas beaucoup manger. Ah ben oui, hein. Il dit que le jeune qui est à la recherche de savoir, ne doit pas avoir peur de la soif. Il ne doit pas avoir peur du sommeil. Donc même si vous dormez un peu, c'est vrai qu'il faut avoir un sommeil qui nous permet de récupérer. Mais ne pas trop dormir. Et ensuite, il dit, c'est Cheikh Ahmadou Bamba qui dit, hein, dans Kun Kantiman, qu'un garçon qui cherche le savoir doit s'éloigner des filles. Vous avez ça? Un garçon qui cherche le savoir doit, non les garçons, les filles, taisez-vous. Un garçon qui cherche le savoir doit s'éloigner des filles. C'est vous qui le dites, hein? Bon, maintenant, une fille qui cherche le savoir, ah, c'est vous qui le dites, doit s'éloigner des garçons. Ça, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. C'est pas moi, hein? D'accord, c'est juste pour vous dire que la religion aussi nous invite à la quête du savoir. Lui, il voulait insister sur le fait que celui qui cherche le savoir doit mettre en place les conditions.
nécessaires qui lui permettent d'arriver à son objectif. D'accord? Nous devons chercher le savoir. Je reprends mes mêmes caractéristiques et je compare avec la science. Est-ce que le savant se sert de la raison? Est-ce que dans la science, on se sert de la raison? Oui, bien sûr, le savant se sert de la raison. Est-ce que le savant est quelqu'un qui déploie son esprit critique? Ou alors, est-ce que le savant est quelqu'un qui accepte tout ce qu'on lui dit? Le savant est quelqu'un qui déploie son esprit critique. Est-ce que le savant est quelqu'un qui va à la quête du savoir? Bien sûr. Alors finalement, toutes les caractéristiques que j'ai retrouvées dans la philosophie, je les retrouve dans la science. Mais ça montre que la philosophie et la science, pendant longtemps, ont constitué un même ensemble. Et que c'est un mathématicien qui a créé le mot philosophie. Il s'appelle comment? Pythagore. C'est Pythagore qui a créé le mot philosophie. Et Pythagore était un mathématicien. Vous connaissez Pythagore? Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme carrée des deux autres côtés du triangle rectangle. J'ai un carré, j'ai un champ carré qui fait 1 mètre carré de surface. J'ai un champ carré qui fait 1 mètre carré de surface. 1 mètre carré de surface. Son côté est égal à combien? La surface est 1 mètre carré. Le côté est égal à? Et c'est égal. La surface du carré est égale? Côté fois côté. Donc si c'est 1 mètre carré, ça veut dire que le côté est égal à 1 mètre. 1 mètre multiplié par 1 mètre, c'est 1 mètre carré. C'est bon. Je veux doubler la surface de ce carré. C'est-à-dire je veux avoir un autre carré dont la surface est égale à 2 mètres carrés. Et il me faut partir du premier carré pour créer un autre carré dont la surface est égale à 2 mètres carrés. Donc sur le côté, j'ajoute combien? J'ajoute 1 mètre. Mais si j'ajoute 1 mètre, j'aurai un carré dont le côté est égal à 2 mètres. Si je multiplie par 2, ça me fait 4 mètres carrés, donc c'est beaucoup. 1, c'est beaucoup. Je mets quoi? Si je mets 0,5, le côté va être égal à 1,5. Mais 1,5 multiplié par 1,5, c'est supérieur à 2 mètres. Or, je dois trouver 2 mètres. Alors, Pythagore dit, il faut tracer la diagonale du carré. Et cette diagonale va être le côté du carré double. Quand vous tracez la diagonale du carré, vous avez deux triangles rectangles. Vous avez deux triangles rectangles. Et le carré de l'hypoténuse est égal à la somme carrée des deux autres côtés du triangle rectangle. Ici donc, l'hypoténuse va être égale à racine de 2. Or, racine de 2, quand vous le multipliez par 2, par racine de 2, vous avez 2. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que c'est ce Pythagore-là qui a été l'inventeur du mot philosophie. C'est lui qui a inventé le mot philosophie. Pythagore. Que vous savez que Platon avait écrit devant son école. Comment s'appelait l'école de Platon? L'Académie. L'Académie. L'école d'Aristote, nul ne sort d'ici s'il n'a pas compris. Oui, mais c'est très bien. C'est une bonne formule. Nul ne sort d'ici s'il n'a pas compris. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre, pour montrer que la philosophie et la science constituent un même ensemble. D'accord? Mais entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, on a commencé à se rendre compte que des différences se manifestent entre la philosophie et la science, en mettant surtout l'accent sur la nature théorique de la philosophie et la nature pratique de la science. C'est un des éléments de distinction. La philosophie serait théorique, tandis que la science est pratique. La philosophie, c'est des théories. La science met en place des formules, met en place des lois qui peuvent faire l'objet d'une application technique. Et le caractère pratique de la science apparaît à travers ce que j'appelle la famille des heures. La famille des heures. Ventilateur, réfrigérateur, téléviseur, climatiseur. Et il ne faut pas ajouter professeur. Il ne faut pas ajouter proviseur non plus. Hein. Cœur, c'est pas beau. Mais cœur peut-être. Hein. Si le savant nous permet d'installer un cœur, oui, on va dire que. Mais je veux dire que si vous regardez les heures là, ordinateur, téléviseur, réfrigérateur, etc., on se rend compte effectivement que la science a une dimension pratique. Alors c'est pourquoi Fougerola, Pierre Fougerola, a affirmé que toute compétition entre la philosophie et la science est ruineuse pour la première. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a compétition entre la philosophie et la science, c'est la science qui gagne. Pourquoi? Parce que la science est pratique, tandis que la philosophie est théorique. Pierre Fougerola dit toute compétition entre la philosophie et la science est ruineuse pour la première. Bon, maintenant on peut ajouter la philosophie est subjective, la science est objective, que la philosophie s'intéresse à la question pourquoi, la science s'intéresse à la question comment, et donc à partir de ce moment-là, on trouve un ensemble de distinctions entre la philosophie et la science. Maintenant, regardez bien, jusque-là,
J'ai parlé de philosophie, j'ai parlé de religion, j'ai parlé de science. C'est clair jusque-là, hein? Mais tous ces éléments-là sont des éléments de culture. Tous ces éléments, philosophie, science, religion, technique, c'est la culture. C'est la culture. La culture, c'est ce qui permet à l'homme de lutter contre la nature et contre sa nature. La culture, c'est ce qui permet à l'homme de lutter contre la nature et contre sa nature. La nature, c'est quoi ici? La nature renvoie à l'environnement extérieur. C'est les cours d'eau, c'est le relief, c'est le paysage. Mais la nature, l'environnement, tout le monde sait que l'environnement est hostile, hein, et nous crée des problèmes. Dans tous les pays du monde, nous avons un environnement hostile. Au Japon, par exemple, il y a souvent des tremblements de terre, vous savez ça, non? Ailleurs, c'est des inondations. Mais au Sénégal, d'ailleurs, il y a des inondations. Ou alors l'avancée de la mer. Hein. Je crois que dans la zone de Bargny, qui n'est pas très loin d'ici, il y a des maisons qui ont été mangées par la mer. Là, dans la zone de Bargny. Vous allez à Saint-Louis, vous trouvez aussi une zone, je crois que c'est Gokhoubaye. Vous trouvez des quartiers aujourd'hui qui sont en train de disparaître parce que la mer avance. Donc la nature est hostile. L'environnement est hostile. Est-ce que l'homme peut rester les bras croisés sans rien faire? Mais s'il reste les bras croisés, l'environnement va remettre en cause la vie de l'homme. Donc il faut que l'homme lutte contre l'environnement. La Hollande, on l'appelle comment aussi? Pays-Bas. Pourquoi on l'appelle Pays-Bas? Parce que c'est un Pays-Bas. La Hollande se trouve dans une cuvette. Oui, Rufisque c'est une cuvette aussi. Hein. Voilà. Donc la Hollande se trouve dans une cuvette. Et les Hollandais ont utilisé la science et la technique. Ils ont mis en place de grandes digues de protection. Ils ont même fait reculer l'eau de la mer. Ils ont fait reculer l'eau de la mer. Ils ont mis des digues de protection. Et ils ont gagné des espaces de terre sur la mer. Et sur ces espaces de terre, ils pratiquent l'agriculture, ils pratiquent l'élevage. Aujourd'hui, l'un des plus grands pays où l'élevage se développe dans le monde, c'est la Hollande. Hein. Vous avez entendu parler du lait hollandais. Et pourtant, la Hollande n'était pas pourvue par la nature. Ils ont fait reculer la mer, ils ont mis des digues de protection. Maintenant, on enlève la Hollande et on met le Sénégal en lieu et place de la Hollande. Qu'est-ce qui se serait passé? On n'a pas la même technologie que les Hollandais. Et on est dans une cuvette. Quelqu'un m'a dit on allait prendre la fuite. Non, non, on ne va pas prendre la fuite. On va trouver une solution. Si, on va prier. Ah si, on va prier. Mais que voulez-vous? C'est la culture. La religion, les mythes, la magie, tous ces éléments-là font partie de la culture. Vous savez bien qu'à Dakar, on a dit que grâce aux prières d'un saint, l'avancée de la mer a été stoppée. C'est qui ce saint? C'est Seydina Limamou Laye. On considère que grâce à sa prière, l'avancée de la mer a été stoppée. Donc si l'homme n'a pas de possibilités techniques, il fait recours à des possibilités religieuses, mythologiques, etc. À Dakar, il y a un volcan, hein? Vous le savez. Oui, la zone des Mamelles, vous avez vu les montagnes, c'est une zone de volcan. Mais on considère aussi qu'on a déjà prié et que le volcan va rester tranquille. Je sais qu'il y a des gens qui ont même construit leur maison sur le dôme du volcan. Sur le dôme du volcan. Et ils n'ont pas de problème. Ils disent que c'est bon, le volcan ne se réveillera plus jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prié. La culture, c'est ce qui permet à l'homme de maîtriser la nature, de lutter contre la nature, mais ce qui permet à l'homme aussi de lutter contre sa propre nature. Parce que nous avons des désirs que nous partageons avec les animaux. Est-ce que l'homme a la possibilité de satisfaire ses désirs comme l'animal le fait? Non, il faut que l'homme lutte contre lui-même. Il faut que l'homme lutte contre lui-même. Et donc, la culture permet à l'homme d'effectuer un double combat. Premier combat, c'est le combat de lutter contre la nature. Deuxième combat, de lutter contre sa propre nature. C'est bon jusque-là, hein? La culture me permet de lutter contre la nature et contre ma propre nature. Si je ne lutte pas contre la nature, je vais mourir. Ah, je ne vais pas survivre. Mais si je ne lutte pas contre ma propre nature, qu'est-ce qui se passe? Je ne lutte pas contre ma propre nature. Qu'est-ce qui se passe? Je vais ressembler à l'animal. Donc l'homme doit lutter contre la nature et contre sa nature. Mais il y a un problème. En luttant contre la nature, on a dit que c'est bien, ça assure notre survie. En luttant contre la nature, le risque, c'est que l'homme peut agresser la nature. Je ne sais pas si vous connaissez l'agression de la nature. Et l'homme, en agressant la nature, hypothèque sa propre survie. C'est ce qui se passe avec les inondations, avec quoi? Le réchauffement
climatique, etc. L'homme est en train d'agresser la nature parce qu'il veut être maître et possesseur de la nature, pour parler comme Descartes. Il finit par agresser la nature, et en agressant la nature, ça se retourne contre lui. D'accord? Il fait de plus en plus chaud sur Terre, c'est le réchauffement climatique. L'homme a cassé tous les arbres, il a coupé tous les arbres pour créer des écoles, pour créer des maisons, mais en même temps, il déséquilibre l'environnement, et cela peut constituer une source de problème pour lui. Donc, en luttant contre la nature, le risque, c'est que l'homme agresse la nature. Mais en luttant contre sa propre nature, le risque, c'est que l'homme devienne artificiel. L'homme devient artificiel. C'est-à-dire qu'il n'est plus naturel, il est artificiel. C'est pourquoi Rousseau considère que la culture est une dénaturation négative de la nature. C'est une dénaturation négative de la nature. C'est-à-dire que, mettons, vous avez faim, vous êtes resté 2 jours sans manger. On vous invite quelque part, et c'est une grande invitation. Il y a les VIP qui sont là-bas. On met des tables, et vous restez 2 jours sans manger. On vous donne un plat avec un poulet entier et une bouteille de boisson fraîche. Sincèrement, entre nous, est-ce que vous allez manger tout le plat? Oui, et pourtant vous avez faim. Donc, vous n'allez pas vider le plat, à moins que vous soyez un Cissé ou un Diallo, là. Vous les tourez ici, là. Oui, vous allez... Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'on va essayer de montrer, c'est ça le paraître. La culture conduit au paraître. Je veux montrer que moi, je suis habitué au poulet. Et donc, je vais manger un peu, je vais boire un peu, et je vais prier pour qu'il y ait coupure d'électricité. Vous comprenez la suite? Bon, alors, c'est ça l'homme, et ça c'est la culture qui nous crée ce problème. Nous devenons artificiels, et nous mettons trop l'accent sur le paraître. L'être est la substance dissimulée sous le paraître et l'accidentel, dont parle Jean Starobinski, qui est un commentateur de Rousseau. L'être est la substance dissimulée sous le paraître et l'accidentel. On met trop l'accent sur le paraître. La culture nous rend artificiels de ce point de vue-là, selon Rousseau. D'accord? Mais on peut trouver dans la culture, pour appliquer tout ça, 2 éléments importants. Le travail et le langage. Je vais terminer avec ça et laisser la parole avec M. Sen. Bon, d'accord. Alors, je trouve 2 applications sur la culture, le travail et le langage. Parce que le travail et le langage sont des éléments de culture. Je vais montrer en quoi le travail est positif et négatif, et en quoi le langage est positif et négatif, comme la culture. Parce que c'est des éléments de culture. Le travail, au départ, est négatif. Parce que le mot travail vient de tripalium. Et le tripalium, c'était un instrument de torture. Tripalium, c'était un instrument de torture. Le verbe tripaliare signifie torturer avec le tripalium. Le trépalium, je ne parle pas du tripalium, mais le trépalium. Le trépalium était un instrument en bois ou en fer que l'on utilisait pour fixer les grosses bêtes quand on voulait les ferrer ou quand on voulait les utiliser pour labourer des champs. Le substantif latin labor a donné l'anglais labor, le français labeur, l'allemand arbeit, qui signifient tous travail pénible ou corvée. Donc quand je me réfère à son étymologie, le travail renvoie à la souffrance. En son origine, le travail renvoie à la souffrance. Mais comment l'expliquer? Plusieurs raisons. La première raison, c'est la tradition judéo-chrétienne. Dans la tradition judéo-chrétienne, on considère que le travail est une sanction qui a été infligée à l'homme. C'est une punition. C'est une punition qui a été infligée à l'homme. Dans le chapitre 2 de la Genèse, nous sommes dans l'Ancien Testament, Adam et Ève étaient dans un jardin. Et Dieu leur avait interdit de toucher à un fruit. Ce fruit, c'est le fruit de la connaissance. Un jour, le serpent est allé voir Ève et lui dit, si tu manges le fruit, tu vas devenir aussi ou plus intelligente que Dieu. Ève mange et devient effectivement intelligente. Elle va voir son mari Adam et lui dit, j'ai mangé le fruit, je suis devenu intelligente, tu dois faire comme moi. Adam mange et Adam devient effectivement intelligent. Dieu les appelle tous les deux. Il dit à Adam et à Ève, venez vers moi, j'ai besoin de vous. Ils disent à Dieu, attendez un instant, nous sommes nus. Dieu leur dit, comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus? Parce que jusque-là, vous l'étiez, mais vous ne le savez pas. C'est que donc vous avez mangé le fruit de la connaissance que je vous avais interdit de toucher. Ève dit, c'est le serpent qui m'a poussé à manger. Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a poussé à manger. Dieu les sanctionne tous les trois. Il dit au serpent, tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre.
tu marcheras à plat ventre et tu mangeras. Désormais, c'est à la sueur de ton front, donc le travail, que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu fus pris, parce que tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Alors le travail ici, et vous applaudissez parce qu'on a sanctionné Adam. Le travail ici est une sanction. D'accord, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le travail est une sanction. Est considéré comme une sanction parce que Adam a violé un interdit divin et en conséquence il a été condamné, il a été puni et il doit travailler. Donc dans la tradition judéo-chrétienne, le travail est une sanction. Il faut voir aussi que dans la société grecque ancienne, le travail manuel était considéré comme une activité dégradante. Je ne sais pas, dans toutes les sociétés du monde, hein, il y a des travaux que les gens ne veulent pas faire, quoi. Ils considèrent que c'est des travaux qui ne sont pas valorisants. Par exemple, qui des filles de cette classe accepterait d'épouser un éboueur? Les éboueurs, c'est les gens qui font les fosses. Bon, évidemment, on va me dire non, moi. Et maintenant, si le gars sera en Italie, ah ben oui, des fois, les gars qui sont en Italie, c'est ce travail qu'ils font. Et ils reviennent ici. Bon, et s'ils reviennent, est-ce que vous acceptez d'être sa femme? Ah ben voilà, c'est ça. Donc, dans les sociétés, il y a des travaux qui sont considérés comme des travaux dévalorisants. Et donc, dans la société grecque ancienne, on considérait que le travail manuel était un travail qui n'était pas valorisé. C'est plutôt le travail intellectuel qui était valorisé. D'accord? Sénèque affirme que rien de noble et de grand ne peut sortir d'une boutique ou d'un atelier. C'est une façon de montrer que le travail manuel est dégradant. C'est le travail intellectuel qui est valorisé dans la société grecque ancienne. Platon lui-même dit, un philosophe ne donnera jamais sa fille à un artisan et n'épousera jamais la fille de l'artisan. Platon n'aimait pas le travail manuel. Quand vous faites la tripartition de l'âme, vous avez le nous, donc l'intellect, ceux-là qui travaillent, qui font le travail intellectuel, qui sont au sommet de la pyramide. Vous avez le thumos, les guerriers, qui doivent se contenter de protéger la cité, ils sont au milieu de la pyramide. Et au bas de la pyramide, vous avez les épitoumiens, et ça, ce sont les artisans. Les artisans sont au bas de la pyramide sociale, selon Platon. Donc, disons que dans la société grecque ancienne, le travail manuel était considéré comme dévalorisant. Dans la société capitaliste actuelle, Marx a montré que dans la société capitaliste actuelle, ceux qui font tout n'ont rien, et ceux qui ne font rien ont tout. Ceux qui font tout n'ont rien. Et ceux qui... Qu'est-ce que j'ai dit? Ceux qui ne font rien ont tout. Donc, il veut montrer que c'est les ouvriers qui font l'essentiel des travaux, mais qui sont les plus pauvres. Les bourgeois, ils travaillent... oui, ils ont un travail plus ou moins léger, mais ils sont les plus riches. Et l'ouvrier est non seulement dominé par le bourgeois, mais il est dominé par le produit de son propre travail. C'est pourquoi Marx parle de la réification de l'ouvrier. L'ouvrier est chosifié, il est comme une chose. Et donc, de ce point de vue-là, le travail peut être considéré comme une activité dégradante. Aujourd'hui, avec l'automatisation du travail, George Friedman, ce qu'il appelle le travail en miettes, a montré que le travail est vidé de son sens. Regardez, quand vous allez dans certaines entreprises, il y a quelqu'un qui se lève du matin au soir et qui appuie sur un bouton. Il ne fait qu'appuyer sur un bouton. Les bouteilles passent. Quand il appuie sur le bouton, il y a un capuchon qui est installé. Et vous avez une rampe qui passe. Et lui, il est là du matin au soir, il appuie sur un bouton. Il rentre chez lui, on lui dit, c'est quoi ton travail? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, vous voyez un travail qui est vidé de sens. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est l'automatisation. C'est comme un robot. Le travailleur est devenu un robot. Il répète toujours le même geste. Et des fois même, je vous assure, même à la maison, il fait comme ça. Non, il ne le fait pas exprès. Il est tellement habitué à ce geste que même dans la mosquée, il fait ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il est tellement habitué, il est devenu un robot. C'est cette robotisation du travailleur dont parle George Friedman dans nos sociétés actuelles où on assiste à l'automatisation du travail. Donc le travail ici présente des aspects négatifs. Par contre, le travail peut être valorisé, peut être considéré comme positif. Si vous êtes là, c'est pour avoir du travail, non? Ah si, vous êtes là pour avoir le bac, ce n'est pas seulement le bac qui vous intéresse. Vous voulez avoir le bac, aller à l'université, et après, donc nous avons un conseil en emploi, aller à l'université, faire une formation, et après trouver un emploi. Donc si vous êtes là, c'est pour chercher du travail. Mais pourquoi? Parce que d'abord, le travail est une recommandation religieuse. J'avais dit tantôt que le travail est une punition divine, vous vous rappelez? Mais
Une autre interprétation pourrait nous amener à dire, attention, le travail n'est pas punition, mais c'est plutôt une recommandation au même titre que la prière. Au même titre que la prière. Je crois l'avoir dit tout à l'heure. Dans la seconde épître aux Thessaloniciens, Saint Paul dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Donc le travail est une recommandation. Le travail est une recommandation religieuse, premièrement. Deuxièmement, le travail nous libère. Pour l'instant, vous dépendez de vos parents, non? Oui? Vous dépendez totalement de vos parents. Vous n'avez rien. C'est ça. Alors, le jour où vous commencerez à travailler, est-ce que vous continuerez à dépendre de vos parents? Non. Non seulement vous allez être autonome, mais vous allez pouvoir venir en aide à vos parents. C'est ça, non? Dans la dialectique du maître et de l'esclave, Hegel a montré que le travail nous libère. Le travail nous libère. L'esclave travaille, le maître ne travaille pas. Et l'esclave, pour vivre, dépend du travail de l'esclave. Le maître, pour vivre, dépend du travail de l'esclave. Parce que c'est l'esclave qui travaille pour lui. Donc le maître dépend du travail de l'esclave pour vivre. Mais dépendre de quelqu'un, c'est être son esclave. Le maître, sans s'en rendre compte, il devient l'esclave de l'esclave. Et l'esclave, par son travail, s'émancipe pour devenir le maître du maître. Il ne faut pas chercher loin. On est en Tabaski, pratiquement toutes les domestiques sont rentrées chez elles. Et dans les maisons, il y a des problèmes. Parce que des fois, les femmes ne savent pas préparer. Ah, c'est ça la vérité. Hein? C'est la domestique qui fait tout. Ça veut dire que finalement, toute la maison dépend de la domestique. Nous croyons que c'est la domestique qui dépend de nous, mais en réalité, c'est nous qui dépendons d'elle. C'est ça la dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave, par son travail, s'émancipe, se libère et devient le maître du maître. De la même manière qu'aujourd'hui, nous sommes devenus dépendants de nos domestiques. Ah oui, nous sommes devenus dépendants. C'est nous qui avons créé les téléphones portables. Maintenant, nous sommes devenus dépendants du téléphone portable. Qui peut se réveiller aujourd'hui dans cette salle, qui peut se réveiller le matin sans régler sa montre? Il y a un problème. Maintenant, nous dépendons de nos montres, de nos réveils. Nous dépendons de nos téléphones portables. C'est de ça qu'il s'agit. Par le travail, je deviens moins dépendant et je deviens plus autonome. Le travail libère l'individu, le fait émanciper et lui fait occuper une place essentielle dans la société. De ce point de vue-là, le travail est important. Mais on peut noter aussi que le travail permet de distinguer l'homme de l'animal. Le travail permet de distinguer l'homme de l'animal. L'animal, il fait des choses, hein, mais on ne peut pas dire qu'il travaille comme l'homme. L'animal ne peut pas travailler comme l'homme. Comment on dit, l'oiseau fait son nid, mais tous les oiseaux de la même espèce font leur nid de la même manière. Mais est-ce que tous les hommes font leur maison de la même manière? Non. Non. Les hommes font leur maison en utilisant la raison. Ils ont un projet, ils ont un plan. Ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a conçu la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. C'est Karl Marx qui parle comme ça dans la section 3 du Capital. Ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a conçu la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Donc le travail nous distingue de l'animal. Je prends le langage. J'ai montré que le travail est négatif, le travail est positif. Je prends le langage, je montre que le langage est négatif, je montre que le langage est positif. Le langage est négatif, là, il ne faut pas chercher loin. Des fois, il y a des problèmes entre nous à cause du langage. Vous êtes d'accord? Des fois, il y a des problèmes entre nous à cause du langage. Je dis une chose, vous l'interprétez autrement. Ce que Paul Ricoeur appelle le conflit des interprétations. Je dis une chose, vous l'interprétez autrement. Et ça crée conflit. Moi, j'ai été prof de philo à Saint-Louis, très jeune, c'est vrai, au départ. Et après mon premier cours comme prof de philo, il y avait une élève dans la classe qui est d'origine belge. Son père était assistant technique dans la même école. Cette élève a couru derrière moi parce que moi je me rendais vers la salle des profs. Elle a couru derrière moi et elle m'a croisé au seuil de la porte de la salle des profs. Elle m'a dit, monsieur, excusez-moi, on dirait que vous êtes allé à l'école dans le ventre de votre mère. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, un élève n'a pas le droit de parler du ventre de la mère de son prof. Mais bon, est-ce que quand même c'est méchant? Non, c'est pas méchant. C'était une façon de dire que vous êtes parti à l'école précocement. C'est ça, le langage conduit à des interprétations et les interprétations peuvent créer des conflits. Voilà le caractère négatif du langage. Le langage peut être à l'origine de conflits. Notre imam, excusez-moi, notre imam, il dit, le papa, c'est le mari de la maman. Donc, quand vous entrez quelque part dans une maison, vous avez un sabay, vous ne le mettez pas. Waaye boo ko nee ana sa jëkkëru yaay problème am
mu ngi noonu donc waxin bi dafa am solo. Voilà. te pourtant ñaar yëpp benn bi la. Tout à fait, c'est le conflit des interprétations. Donc le langage conduit souvent à des conflits. Normalement, le terme qu'on devait utiliser ne devait pas être conflit. Le langage conduit à des... Je veux changer conflit. Conduit... Oui, mais ça se rapproche. Mais on peut trouver autre chose. Non, on se rapproche. Malentendu. Malentendu. Je dis une chose, mais vous l'entendez mal. Je ne sais pas ce que je veux dire. Ça conduit à des malentendus. Le langage crée des malentendus. Deuxième élément qui est important, c'est que le langage est incapable d'exprimer notre vécu intérieur, nos pensées et nos sentiments. Des fois, vous avez des idées, mais vous avez des problèmes pour les exprimer. Ça vous arrive, non? On vous donne un devoir de français à faire, les idées sont là, mais vous ne trouvez pas les mots. Ça peut arriver. Donc le langage peut constituer un obstacle pour l'expression des idées, mais aussi un obstacle pour l'expression des sentiments. Des fois, j'ai des sentiments, mais je ne trouve pas le mot pour expliquer. Il nous arrive d'être fâchés, de vouloir dire un mot à quelqu'un, mais nous ne trouvons pas le mot. Je ne sais pas ce que je veux dire. Le mot que nous cherchons. Des fois, on est content. Quelqu'un vous donne un cadeau qui vous touche au plus profond de vous-même. Qu'est-ce que vous lui dites? Merci. Mais vous vous dites merci, c'est trop petit. Vous cherchez autre chose, vous ne trouvez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez. Ça arrive, non? Si. Il nous arrive de pleurer parce que nous sommes contents et que nous n'avons pas trouvé un mot pour exprimer notre joie. Nous sommes très contents, nous sommes très heureux, mais aucun mot dans le dictionnaire ne me permet d'exprimer le bonheur que j'ai actuellement. Le monsieur sur le balcon en juillet prononce les noms des amis. Et il commence par votre nom. Il dit, donnez-moi un nom, n'importe lequel. Vraiment content. Alors là, le langage est pauvre. Il existe un écart considérable entre l'offre du langage et la demande de la pensée. Il existe un écart considérable entre l'offre du langage et la demande de la pensée. C'est un penseur qui s'appelle Heger qui parle comme ça. Pas Hegel. Heger. E-2-G-E-R. E-2-G-E-R. Il existe un écart considérable entre l'offre du langage et la demande de la pensée. C'est-à-dire que ce que la pensée demande, le langage ne dispose pas de l'offre adéquate pour traduire convenablement la pensée et les sentiments. Ce qui fait que, oui, des fois nous sommes bloqués par le langage. Des fois nous sommes bloqués. Il y a un écart considérable entre l'offre du langage et la demande de la pensée. Søren Kierkegaard en parle dans le journal du séducteur. Hein. C'est un séducteur, c'est quelqu'un qui était amoureux d'une fille qui s'appelle Régis Olsen. Il dit, je suis amoureux de cette fille. Mais avant de lui dire mon amour, je vais d'abord la séduire. Et la séduction a consisté à mettre toujours des habits neufs, à mettre un bon parfum, à mettre des lunettes, et à s'arranger pour rencontrer les filles la fille dans la rue tous les jours. Ça, il l'a fait pendant des jours, des semaines, des mois. La fille ne s'est pas intéressée à lui. Finalement, fatigué, il prend son courage à deux mains. La fille passe, il l'interpelle. Il dit, madame, j'ai besoin de vous. La fille s'arrête. Il vient jusqu'à hauteur de la fille et il se dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Il dit, si je lui dis je t'aime, il dit cette petite phrase de 3 mots est largement insuffisante pour exprimer tout ce que j'ai enduré pendant des jours, pendant des mois, pendant des semaines, et que cette petite phrase est incapable d'exprimer que le sentiment profond que j'ai pour cette fille-là. Et finalement, il a dit à la fille, excusez-moi, je me suis trompé, vous pouvez continuer votre chemin. Et ce que Søren Kierkegaard veut nous dire, c'est que, non, il ne lui a rien dit, mais est-ce qu'il ne lui a pas dit quelque chose? Des fois, le silence est parlant. La meilleure lettre d'amour, le meilleur message d'amour serait une lettre blanche ou un message vide. Une façon de dire que mes sentiments sont tellement profonds, sont tellement originaux, sont tellement authentiques que je n'ai trouvé aucun mot pour les exprimer. C'est pourquoi je vous envoie un message vide. Attention, il ne faut pas faire ça. Hein. Mais c'est juste pour montrer que le langage nous bloque. Le langage est incapable d'exprimer nos sentiments et nos pensées. Par contre, ça c'est le côté négatif. Par contre, le langage est essentiel à la vie sociale. Claude Lévi-Strauss considère que le langage est le fondement de la vie sociale. S'il n'y avait pas le langage, il n'y aurait pas possibilité de tenir cette assemblée. Donc si nous sommes en réunion, c'est parce que nous nous servons de cet outil de communication que l'on appelle le langage. Donc le langage permet la communication entre les membres d'une communauté. On ne peut pas parler de vie en société sans langage. Le langage est le fondement de la vie sociale, c'est Claude Lévi-Strauss qui parle comme ça. Après, quand j'ai des idées et des sentiments, s'ils sont très clairs en moi, je n'ai pas de problème pour les exprimer. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire
arrive aisément. Qui a dit ça? Vous n'avez pas honte? Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est Boileau. C'est Boileau. Donc, le langage donc me permet de m'exprimer. Le langage me permet de m'exprimer. Et un autre aspect qui est important aussi pour montrer que le langage est positif, c'est que quelque part, comme le travail, le langage nous distingue de l'animal. Parce que les animaux ne peuvent pas parler comme les hommes. Les animaux, Descartes considère que le langage humain n'a rien à voir avec la communication animale. La communication animale, c'est l'expression d'instinct. Les abeilles dont parle Karl von Frisch communiquent, mais c'est une expression d'instinct. Par contre, le langage humain est beaucoup plus complexe, et le langage humain est un langage qui varie dans l'espace et qui évolue dans le temps. Toutes les abeilles du monde communiquent de la même manière, et ont toujours communiqué de la même manière. Les abeilles dont parle Virgile dans ses Géorgiques au 1er siècle avant Jésus-Christ communiquent de la même manière que les abeilles dont parle Karl von Frisch au 20e siècle. La communication animale n'évolue pas. Par contre, la communication humaine évolue. Le Wolof que nous parlons aujourd'hui n'a rien à voir avec le Wolof parlé par nos ancêtres. Hein. Aujourd'hui, le Wolof que nous parlons, le Wolof que nous utilisons, est un Wolof qui est un créole. Oui, créole, on y trouve de l'anglais. Quand quelqu'un dit « boy », boy, demain, dina jaar sa galle, ñu tek caañ, Inch'Allah. Il parle quelle langue? Boy, demain, dina jaar sa galle, ñu tek caañ, Inch'Allah. Ça, c'est quelle langue? C'est pas du Wolof. Et pourtant, il dit qu'il parle Wolof. Je crois qu'il y a peut-être 2 mots Wolof dans cette phrase. Hein? Boy, demain, dina jaar sa galle, ñu tek caañ, Inch'Allah. Oui, Diar, je crois que c'est Wolof. Mais après, c'est fini. Hein? Après, boy, c'est anglais. Galet, c'est polar. Inch'Allah, c'est arabe. Tiens, je ne sais pas ce que ça signifie. Tiens. Chinois. Tiens, c'est quelle langue? Chinois. C'est Chine qui se transformer en Tiens. Bon, bref. Je vous dis donc que le langage humain, c'est ça la richesse du langage humain, parce que c'est pourquoi on parle de langue vivante. C'est pourquoi on parle de langue vivante. C'est des langues vivantes, c'est des langues qui vivent, qui se développent, qui intègrent de nouveaux mots, etc. Et c'est des langues qui changent, qui bougent, par opposition au langage animal, qui est un langage statique, qui ne bouge pas. De ce point de vue-là, le langage valorise l'homme en le distinguant de l'animal. Dernière chose que je vais dire, c'est l'histoire de Ahmed Ndiaye. Mbambi, ça, c'est l'âne de Buridan. L'âne de Buridan. C'est un âne qui avait également faim que soif et qui était placé à égale distance d'un seau d'eau et d'un picotin d'avoine. Donc l'âne n'avait pas plus soif que faim, il n'avait pas plus faim que soif, il a également faim que soif. D'accord? Il a également faim que soif. L'âne est là. On le met au milieu de l'eau et de l'avoine. La nourriture est là, l'eau est là, l'âne est là. L'âne est resté sur place, hésitant, ne sachant pas par où commencer, jusqu'à mourir de faim et de soif. Ça, c'est vraiment l'âne de Ahmed Ndiaye, parce qu'il a refusé de partir. Et il est resté là, jusqu'à mourir de faim et de soif. On enlève l'âne, on met un homme à sa place. Est-ce qu'un homme serait resté sur place jusqu'à mourir de faim et de soif? Un homme aurait fait ça quoi? Il aurait boire. Il aurait derrière, il aurait fait un choix. Et c'est ça la liberté. Il aurait fait un choix. Et c'est ça la liberté. Ici, on considère que la liberté, c'est la capacité. Donc, si vous voulez régler le problème de la liberté, rappelez-vous toujours l'âne de Ahmed Ndiaye. D'accord? Oui, c'est ça. Rappelez-vous toujours l'âne de Ahmed Ndiaye. Enlevez l'âne et mettez en lieu et place un homme, il aurait choisi. Alors on considère qu'ici que être libre, c'est faire un choix. Être libre, nous n'avons pas choisi la couleur de notre peau. Bon, même là, il y a des gens qui peuvent changer peut-être la couleur de leur peau. Mais nous n'avons pas choisi. Nous n'avons pas choisi la forme de notre tête. Je ne suis pas sûr que la chirurgie esthétique puisse changer la forme de la tête de quelqu'un là, si on essaie. Donc,
On ne peut pas, si j'ai une maladie héréditaire, vous connaissez les maladies héréditaires, c'est-à-dire que vous venez au monde avec, mais vous ne l'avez pas choisi. En fait, il y a des déterminismes naturels, des déterminismes biologiques auxquels je ne peux pas échapper. Après, il y a des déterminismes psychologiques. Il y a des fois, je fais des choses que je ne contrôle pas. Oui, des choses qui échappent à ma conscience. L'inconscient dont parle Freud. Il y a des choses qui échappent à ma conscience. Et ma conscience, en fait, l'homme n'est pas maître de lui-même, hein, je vous assure. Même quand vous dites l'homme est un être de conscience. Vous avez vu ça, la conscience et l'inconscient? Vous connaissez la théorie de l'intentionnalité d'Edmond Husserl? La théorie de l'intentionnalité. Toute conscience est conscience de quelque chose. Toute conscience est conscience de quelque chose. Bon, regardez. Une jeune fille, moi je donnais cet exemple quand j'étais prof de philo à Saint-Louis. Mais cet exemple aujourd'hui ne peut plus marcher. Une jeune fille donne rendez-vous à son petit copain et lui dit: tu viens me chercher à la maison à minuit. Mais n'entre pas dans la maison parce que mon père sera là. Tu jetteras une pierre sur la fenêtre de ma chambre et je sortirai te rejoindre dans la rue. Parce qu'en son temps, il n'y avait pas de téléphone portable. Malheureusement pour cette jeune fille, à minuit, son père était dans sa chambre, en train de bavarder avec elle et de lire son journal en même temps. Vers minuit, la fille a tout fait pour que le père quitte la chambre. Mais le père est resté, il lisait son journal et il bavardait avec sa fille et sa fille ne répondait plus à ses questions. Mais c'est pas grave, le père est là, il lit son journal. Minuit arrive, le jeune garçon jette la pierre sur la fenêtre. La fille a été prise de panique. Elle a jeté un regard sur son père. Mais elle s'est rendue compte que son père continuait à lire son journal comme si de rien n'était. Son père n'a pas entendu parce qu'il n'a pas attendu. Son père n'a pas entendu parce qu'il n'a pas attendu. Vous comprenez ce que je veux dire? La fille a entendu parce qu'elle a attendu. Toute conscience est conscience de quelque chose. La conscience du père était sur le journal, la conscience de la fille était sur la fenêtre. Toute conscience est conscience de quelque chose. C'est ça la théorie de l'intentionnalité de Husserl. Mais notez simplement que je ne suis pas toujours un être de conscience. Il y a des choses qui échappent au contrôle de la conscience. Les actes manqués, par exemple, quand je fais un lapsus, c'est plus fort que moi. Quand je fais une inattention, il nous arrive de faire des fautes d'inattention, c'est plus fort que moi. C'est des choses qui échappent au contrôle de la conscience. Donc l'homme n'est pas totalement maître de lui-même, comme le dit Sigmund Freud, qui est le fondateur de la psychanalyse. L'homme n'est pas totalement maître de lui-même. Il n'est pas totalement maître de lui-même parce que tout n'est pas déterminé par la conscience. Il y a des choses qui sont plus puissamment gouvernées par l'inconscient que par la conscience claire. Donc de ce point de vue-là, il faut bien noter que l'individu ne peut pas être totalement libre. Et même le libre arbitre dont on parle, c'est-à-dire le fait de croire qu'on est totalement libre, Spinoza dit que c'est une illusion. L'illusion du libre arbitre vient de la conscience de nos actions jointe à l'ignorance des causes qui nous font agir. Des fois, je crois que je suis libre, quoi. C'est moi qui... C'est quoi votre couleur préférée? Marron. C'est quoi votre couleur préférée? Bleu. Ok. Et vous allez me dire, bon, c'est librement que j'ai choisi marron, c'est librement que j'ai choisi bleu. C'est ce que vous allez me dire. Personne ne vous a forcé ça. Mais est-ce que quand vous étiez enfant, on ne vous donnait pas des cadeaux avec un emballage en marron, qui a fait que finalement vous avez grandi avec la couleur marron, qui symbolise le chocolat, et que vous avez aimé le marron sans vous en rendre compte? Nous sommes déterminés et nous avons oublié ce qui nous a déterminés. L'illusion du libre arbitre vient de la conscience de nos actions, jointe à l'ignorance des causes qui nous font agir. Jointe à l'ignorance des causes qui nous font agir. J'ignore l'origine de mon action et je crois que je suis libre. Mais l'État, finalement, est-ce qu'il protège la liberté du citoyen? Est-ce que l'État protège la liberté du citoyen? Vous allez avoir premièrement des penseurs qui estiment que État et liberté ne peuvent pas aller ensemble. Que là où il y a État, il n'y a pas liberté. On peut considérer effectivement que la dictature est une confiscation des libertés individuelles. La dictature. Thomas Hobbes parle du Léviathan. Le Léviathan, c'est le monstre. Il dit que le bon chef d'État, le bon gouvernant, il doit être un monstre. Pourquoi? Parce que l'homme est méchant. Homo homini lupus. L'homme est naturellement méchant. Et puisqu'il est naturellement méchant, il ne faut pas le laisser libre. Donc pour Thomas Hobbes, l'État, c'est le contraire de la liberté. Et quand vous prenez Machiavel, il dit à peu près la même chose. Sauf que Machiavel considère qu'un bon gouvernant, il va dominer le peuple, mais par la ruse. Là où Machiavel dit, là où Hobbes dit,
le bon gouvernant domine le peuple par la force. Machiavel dit, le bon gouvernant domine le peuple par la ruse. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Le premier, il domine le peuple par la force, l'autre domine le peuple par la ruse. C'est-à-dire qu'on va tromper le peuple pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. Donc l'État constitue une négation de la liberté. Max Weber définit ainsi l'État. Il dit, c'est une communauté d'individus qui, dans les limites d'un territoire donné, revendique avec succès et pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Donc l'État, c'est le monopole de la violence physique légitime. Lui, Althusser, parle d'appareil idéologique et d'appareil répressif. L'État, c'est l'appareil idéologique, mais c'est aussi l'appareil répressif, dit lui Althusser. Donc État et liberté ne peuvent pas aller ensemble. L'État confisque la liberté des citoyens. L'État confisque la liberté des citoyens. Et c'est pourquoi les anarchistes ont dit, si nous voulons être libres, il nous faut supprimer l'État. Parce que l'État confisque nos libertés. Nietzsche dit, l'État est le monstre le plus froid de tous les monstres froids. L'État ment même quand il ne parle pas. Et le plus grand mensonge de l'État, c'est d'avoir dit, moi l'État, je suis le peuple. L'État est le monstre le plus froid de tous les monstres froids. Il ment même quand il ne parle pas. Il ment même quand il ne parle pas. Et le plus grand mensonge de l'État, c'est d'avoir dit, moi l'État, je suis le peuple. C'est-à-dire que quand l'État dit, je suis là pour le peuple, il ment. Voilà ce que Nietzsche a voulu affirmer. Donc l'État n'est jamais là pour les individus, mais l'État est là pour qui? Oui, pour ses propres intérêts. Pas pour le peuple, c'est ce que Nietzsche pense. En conséquence, ces penseurs-là estimaient qu'il fallait supprimer l'État. Mais attention, on peut considérer quand même que l'État est indispensable à la survie de l'homme. Les organisations humaines ont atteint un niveau de valorisation, ont atteint un niveau de maturité qui a conduit à la mise en place de l'État. C'est la conception de Hegel. Hegel dit, c'est parce que les hommes sont matures qu'ils se sont dotés de cette institution qui s'appelle l'État. Les hommes sont matures. Les animaux ne peuvent pas avoir d'État. Les hommes sont devenus matures et ils se sont dotés de cette institution qui s'appelle l'État. Donc de ce point de vue-là, l'État traduit la maturation de l'être humain. La maturité de l'être humain. Un autre aspect qui est important, c'est que dans la vraie démocratie, les libertés des citoyens quand même sont protégées. Quand on se réfère au contrat social de Rousseau, mais Rousseau pense que dans la vraie démocratie, le peuple est impliqué à l'exercice du pouvoir. C'est le peuple qui établit les lois. Hein. Et si le peuple obéit aux lois, il obéit à qui? À lui-même. L'impulsion du seul appétit et esclavage, l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites et liberté. C'est le peuple qui établit les lois et qui obéit aux lois. Montesquieu dit, le point de départ de la pensée de Montesquieu dans l'esprit des lois, c'est que tout homme qui détient un pouvoir est naturellement tenté d'en abuser. Tout homme qui détient un pouvoir est naturellement tenté d'en abuser. C'est-à-dire que l'homme, à chaque fois qu'il a un morceau de pouvoir, il abuse. C'est l'homme qui est comme ça. Le professeur, des fois, il abuse de son pouvoir dans la classe, non? Ça arrive, hein? Et qui encore? Le censeur aussi. Et le proviseur aussi. Le censeur. Et vous-même, regardez. Supposons que vos parents s'absentent. Donc ils doivent aller en voyage pendant 2 jours et ils vous confient la garde de la maison pendant les 2 jours d'absence. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez frapper les enfants. En fait, oui, c'est ça, c'est le moment de régler les comptes. C'est tout homme qui détient un pouvoir est naturellement tenté d'en abuser. Et est-ce que vous pouvez constater, mais maintenant c'est le sociologue qui parle, est-ce que vous pouvez constater que les filles qui sont très belles, des fois abusent de leur beauté? Ah si. Elles savent qu'elles sont très belles, mais elles en abusent. Et des fois, en abusant de leur beauté, ça peut les conduire à des dérapages. C'est pourquoi vous voyez une belle fille qui a un grand véhicule, qui a une grande maison, mais qui va rester 45 ans sans avoir d'enfant, et qui va être dans la ménopause, et qui n'a pas de mari. Parce que ça n'a pas été sa priorité. Elle a été obnubilée par sa beauté, et finalement elle est tombée dans le piège. Tout homme qui possède un pouvoir est naturellement tenté d'en abuser. Quand on a un pouvoir, si on ne fait pas attention, on en abuse. Alors comment faire pour éviter les abus de pouvoir? Montesquieu dit, il faut procéder par séparation et autonomie des pouvoirs. Séparation et autonomie des pouvoirs.
Et chaque pouvoir va constituer un contre-pouvoir pour l'autre pouvoir de manière à créer un équilibre. Il y a 3 pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Il faut séparer les pouvoirs. Mais la simple séparation ne suffit pas. Il faut que les pouvoirs soient indépendants les uns des autres pour pouvoir jouer le rôle de contre-pouvoir. Dernier élément, épistémologie. Il y a des élèves de S ici. Je signale que épistémologie, ce n'est pas seulement S, hein, c'est tout le monde. 3 axes rapidement, en quelques minutes. 3 axes. Le premier axe, c'est la science et ses principes. Selon Lalande, comme vous l'entendez, L-A-L-A-N-D-E, L-A-L-A-N-D-E. Selon Lalande, la science a 3 principes. La rationalité, l'objectivité, l'universalité. La rationalité, l'objectivité, l'universalité. La rationalité, ça signifie que le savant est quelqu'un qui observe avec la raison, mais il n'observe pas avec les organes des sens. C'est bon. Le savant n'observe pas avec les yeux, il observe avec la raison. Mais c'est ce qui fait que le soleil est fixe. C'est ce qui fait que le soleil est fixe. Parce que avec la... Qu'est-ce que nous dit l'œil? L'œil nous dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est ça que nous dit l'œil. Mais la raison nous dit, le soleil ne se lève pas, le soleil ne se couche pas, le soleil est fixe. C'est la Terre qui tourne autour d'elle-même et qui tourne et élève de S. Les élèves de S, partie de votre programme, c'est pas grave. Le Mouché Sen vous a dit tout à l'heure qu'il a commencé par faire SVT. C'est ça. Lui, il a appris ça parce qu'il vient d'un parcours scientifique. Mais aussi, un philosophe, c'est quelqu'un qui doit avoir un esprit ouvert. Le philosophe, dit Aristote, est celui qui détient la totalité du savoir dans la mesure du possible. Ça ne veut pas dire que le philosophe connaît tout, hein, mais ça signifie que le philosophe s'intéresse à toutes les branches du savoir. Il s'intéresse à toutes les branches du savoir. Alors, et vous avez vu comment les choses évoluent, comment les choses changent. C'est difficile à prononcer. Comment les choses changent. Mais c'est juste une façon de vous montrer que la science, elle n'est pas aussi vraie que ça, qu'il y a toujours une part d'erreur dans la science. Bachelard dit, toute vérité scientifique est une erreur rectifiée. Toute vérité scientifique est une erreur rectifiée. Maintenant, vous avez 3 types de sciences. On a ce que l'on appelle les sciences logico-formelles, les sciences expérimentales et les sciences humaines. Sciences logico-formelles, c'est les mathématiques. On les appelle sciences logico-formelles parce qu'elles s'intéressent simplement à la forme du raisonnement. Quand le raisonnement est cohérent, c'est bon. Mais vous savez qu'un raisonnement peut être formellement cohérent et peut être expérimentalement faux. Je ne sais pas ce que je veux dire. Un raisonnement peut être cohérent dans la forme, mais dans le contenu, ça peut être faux. Regardez, je dis, tout ce qui est rare est cher. Tout ce qui est rare est cher. Or, un téléphone non cher est rare. Tout ce qui est rare est cher. Or, un téléphone non cher est rare. Donc, ma conclusion c'est, tout ce qui est rare est cher. Or, un téléphone non cher est rare. Tout ce qui est rare est cher. Or, un téléphone non cher est rare. Donc, un téléphone non cher est cher. Un téléphone non cher est cher. Un téléphone non cher est cher. Est-ce que mon raisonnement est cohérent? Ah si, il est cohérent. Mon raisonnement est très cohérent, mais le contenu pose problème. Donc la mathématique ne s'intéresse pas au contenu, mais à la forme du raisonnement. C'est pourquoi on l'appelle une science logico-formelle. 2x plus 1 font 0. La déduction, c'est que x est forcément égal à moins 1,5. Voilà, donc on s'intéresse à la forme du raisonnement et non au contenu matériel des propositions. C'est ça les sciences logico-formelles. Les sciences expérimentales, observation, hypothèse, vérification, loi. Observation, hypothèse, vérification, loi. Observation, hypothèse, vérification, loi. On observe, on donne une hypothèse, on vérifie l'hypothèse, et quand l'hypothèse est vérifiée, on a une loi. On a apporté à Claude Bernard des lapins du marché. Claude Bernard a posé les lapins sur sa table. Les lapins ont uriné sur sa table. Il a constaté que l'urine des lapins était claire et acide au lieu d'être trouble et alcaline. Parce que normalement, les herbivores ont l'urine trouble et alcaline, et les carnivores ont l'urine claire et acide. Les lapins qu'on a apportés à Claude Bernard ont eu une urine de carnivore claire et acide. Ce n'est pas normal. Il avance une hypothèse. Il dit, si les lapins ont une urine de carnivore, c'est qu'ils sont restés longtemps sans manger de l'herbe. Hypothèse. Vérification, il prend les lapins, il leur donne de l'herbe. Quand les lapins ont fini de manger de l'herbe, ils ont trouvé l'urine normale d'herbivores trouble et alcaline. Donc l'hypothèse est vérifiée, elle devient une loi. La loi, c'est à jeun, tous les herbivores se nourrissent de leur chair et ont l'urine claire et acide comme les carnivores. Donc observation, hypothèse, vérification, loi.
Enfin, les sciences humaines. Les sciences humaines, c'est la philosophie, c'est la psychologie, c'est la sociologie, c'est les sciences humaines et sociales, l'économie, le droit, l'histoire. Alors le problème c'est, est-ce que ces sciences, est-ce que l'histoire, on peut la considérer comme une science? Bon, Lat Dior et le Blanc, nous sommes en 1886, couraient et tournaient autour de la gare. Nous sommes à Dekle. Ils tournaient autour de la gare. Qui poursuivait qui? Lat Dior et le Blanc couraient et tournaient autour de la gare. Pour l'historien français, qui poursuivait qui? C'est le Blanc qui poursuivait Lat Dior. Pour l'historien sénégalais, qui poursuivait qui? C'est Lat Dior qui poursuivait le Blanc. La conscience de l'histoire, dit Paul Valéry, est une conscience dans l'histoire. L'histoire ne justifie que ce qu'on veut. L'histoire ne justifie que ce qu'on veut. La traite négrière, nous tous nous disons que les Blancs sont coupables. Ils sont venus prendre nos ancêtres et les amener dans les plantations de riz. Mais en réalité, c'était un commerce. On l'a appelé le commerce triangulaire. Les Blancs, ils venaient ici, ils achetaient nos ancêtres. Et ils les prenaient, ils les convoyaient par la suite vers les Amériques. Aujourd'hui, la question que nous devons poser, c'est entre celui qui vend un homme et celui qui achète un homme qui est le plus coupable. En fait, je veux dire que nous avons une part de responsabilité. C'est que l'histoire a tendance à cacher notre part de responsabilité. C'est ça que l'on appelle la géographie. La géographie, c'est H-A, après géographie, G-I-O-graphie. La géographie, c'est le fait de transformer l'histoire de manière à la rendre positive. Les Américains, ils ont été battus à plat couture par les Vietnamiens. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Ils sont allés au Vietnam, mais on les a écrasés. Les Vietnamiens, bon, ils maîtrisent le terroir mieux qu'eux. Ils les ont entraînés dans des pièges, tels que la cuvette de Dien Bien Phu, mais ils les ont écrasés. Mais quand les Américains sont rentrés chez eux, ils ont dit, mais cette histoire-là, nous ne pouvons pas la raconter à nos enfants. Nous allons transformer l'histoire. Et vous avez vu, ils ont financé l'industrie cinématographique et ils ont créé beaucoup de films dans lesquels vous avez un héros américain qui descend au Vietnam, qui tue tout le monde, qui libère tous les prisonniers américains et qui les ramène aux États-Unis. Ça vous fait penser à quel film par exemple? Oui, c'est vrai que maintenant on a une culture. Rambo, et tous les Rambo, Rambo 1, Rambo 2. Il y a d'autres films où vous avez un héros américain qui descend au Vietnam, qui tue tout le monde. Le jeune américain, il regarde ça, il dit, ah oui, donc c'est nous qui avons gagné au Vietnam. Alors qu'ils ont été battus à plat couture au Vietnam. Alors c'est pourquoi, et je termine avec ça, un sage a dit que les plus grands mensonges, on les trouve avant les élections, pendant la guerre et après la sèche. Le plus grand mensonge, c'est avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Avant les élections, il y a beaucoup de mensonges. Pendant la guerre, il y a beaucoup de mensonges. Mais quand les gens reviennent de chasse aussi, les gens vont dire, moi j'ai tué un lion. Il y a beaucoup de mensonges. Donc le plus grand mensonge, c'est avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Et pour lutter contre ces mensonges, qu'est-ce que nous devons faire? Pour ne pas être emportés par ces mensonges, nous devons avoir l'esprit critique. Nous avons commencé par l'esprit critique. Je crois que nous pouvons terminer par ça. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais donner la parole à M. Sen, un doyen en philosophie. Je signale que M. Sen est prof de philosophie, vous le connaissez, hein? Il a dit que certains de ses élèves sont là. Que M. Sen ne pouvait pas le faire. Pour moi, il fallait que je consulte mes préparations, mon cours, etc. Vous avez vu, M. Diakhaté, il n'a aucun document, rien. Et pourtant, il a fait le survol de tout cela. Langage de communication, travail, liberté et enfin l'État pour boucler la boucle du domaine 2 de façon inégalable. Voyez-vous. Alors donc, il sera passé subrepticement et de façon rapide, parce que pratiquement c'est des élèves de L qui sont majoritaires, mais quand même le domaine 3, à savoir l'épistémologie, ne sera pas également en reste. Il vous en aura parlé de façon générale et rapide. Évidemment, les élèves d'S, je crois qu'ils ne sont pas nombreux ici. Hein. Voilà, mais il vous aura prévenu. L'épistémologie n'est pas simplement réservée aux élèves de S. Donc même les élèves de L, voyez-vous. Parce que les sciences, parmi les sciences, il y a par exemple les sciences sociales, dont la philosophie. Et vous ne pouvez pas dire que vous êtes des élèves de L
et que la philosophie en tant que science ne vous intéresse pas. Vous aurez déjà raté l'injonction de Descartes qui disait que toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique et les branches qui sortent de ce tronc, toutes les autres sciences qui pouvaient se résumer en trois principales, à savoir la mécanique, la morale et la médecine. Donc, la science est une partie intégrante de la philosophie. Si vous avez beau être élève de elle, quand même, vous faites la philosophie, vous faites l'histoire, vous faites la géographie, et certains parmi vous font l'économie et autres. Tout ça est dans la philosophie. C'est pourquoi, pendant le cours de philosophie, le professeur peut parler pratiquement de tout, entre crochets, entre guillemets, pour dire simplement qu'il ne fait pas hors sujet. Parce que tout ce dont on peut parler finalement trouve sa place dans la philosophie. Aristote nous l'aura appris, que la... Qui font qu'elle ne pourrait pas se présenter aujourd'hui. Donc, juste dire ma satisfaction. Voilà, j'ai assisté à une très belle prestation de professeur Diakhaté et professeur Sen. Voilà, professeur Diakhaté, c'est quelqu'un que je suis à travers ces différentes prestations dans différentes assemblées. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'ai beaucoup suivi. Et à travers ces prestations, vraiment, on sait que c'est un homme humble et qui aime partager. Voilà, donc je dis merci à tout le monde de cette belle initiative. Et je sais que ça sera, n'est-ce pas, bénéfique aux élèves, aux apprenants qui sont, n'est-ce pas, en train de préparer le bac. Donc ce beau exposé, voilà, visera à les renforcer, voilà, à créer l'émulation. Et certainement, ils vont faire montre d'opiniâtreté dans leur préparation au bac. Et ils vont prendre ces beaux conseils, disons, voilà, afin de parfaire leur connaissance de la philosophie. Et ils vont vraiment, je crois qu'ils vont bien prendre bénéfice de cet exposé en vue de la préparation du bac. Donc je dis merci à tous. Voilà, à travers ma voix, donc toute l'administration remercie ses initiateurs et je dis merci surtout au professeur Diakhaté de bien vouloir être présent aujourd'hui, partager avec ses apprenants. Voilà, donc l'administration vous remercie. Merci bien. Je fais partie des parrains de cette journée. Moi, je suis ingénieur agronome. Donc, je pense que je ne vais pas être long, parce que c'est l'heure du Tchéboudienne. Voilà. Madame et messieurs, chers docteurs, chers parrains, chers collègues et chers élèves et distingués invités, et c'est avec un immense plaisir et une grande humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui, ici au Camp Marchand, un lycée d'excellence et de carrefour des savoirs, pour participer à cette journée dédiée à la synthèse philosophique aux élèves de terminale. C'est un grand honneur pour moi d'avoir été choisi pour être parrain de cette belle journée. Mesdames et messieurs, j'aimerais partager avec vous quelques notions que j'ai adoptées grâce à la philosophie. Mais avec beaucoup de courage quand même, parce que je suis devant Dr Diakhaté. Bon, actuellement nous vivons une époque de transformation profonde. Et il est plus que jamais essentiel que la philosophie, dans sa quête inlassable de sens et de vérité, se penche sur des défis contemporains. J'ose dire que la philosophie, c'est l'étude des grandes questions fondamentales sur l'existence, la connaissance, les valeurs, la raison, l'esprit et le langage. En gros, c'est une façon de penser de manière critique et rationnelle pour comprendre le monde qui nous entoure et notre place dedans. Ce n'est pas comme la science qui utilise des expériences pour prouver des choses. La philosophie, elle, utilise la raison et la logique pour explorer des idées qui ne peuvent pas toujours être testées directement. L'objectif n'est pas forcément de trouver la bonne réponse, mais plutôt de questionner, d'analyser et de construire des arguments solides. Pourquoi la philosophie?
Étudier la philosophie, ça nous permet de développer l'esprit critique. Ça t'apprend à analyser des arguments complexes, à repérer les idées sous-entendues et à évaluer les informations. Mieux résoudre les problèmes. En élaborant des questions profondes et abstraites, tu apprends à voir les problèmes sous différents angles et à trouver des solutions originales. Ça améliore la communication. Savoir exprimer des idées philosophiques clairement renforce ta capacité à communiquer des pensées complexes. Ça nous permet aussi de comprendre le monde plus en profondeur. La philosophie t'encourage à remettre en question tes idées reçues et à chercher au-delà des explications superficielles, ce qui te donne une vision plus riche du monde et de toi-même. Histoire de vous dire juste, chers élèves, la philosophie a toujours placé la raison au cœur de son projet. Maintenant, pour terminer, chers élèves de terminale, j'aimerais partager avec vous un petit message de conseil. Parce que nous savons tous que le baccalauréat approche à grands pas et nous savons que cette période peut être source de stress et d'incertitude. Pourtant, nous voulons vous souvenir de tout le chemin parcouru. Vous avez travaillé dur, surmonté des défis et acquis des connaissances précieuses. Chaque heure passée à étudier, chaque concept assimilé vous a préparé pour ce moment. Le bac n'est pas seulement un examen, mais une étape importante qui marque la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle aventure. Abordez ces dernières semaines avec détermination et confiance. Croyez en vos capacités, en votre intelligence et en votre potentiel. Vous avez toutes les ressources en vous pour réussir. Ces jours-ci, concentrez-vous sur vos révisions, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous. Une bonne hygiène de vie, des moments de détente et un sommeil suffisant sont essentiels pour maintenir votre concentration et votre énergie. Parlez de vos doutes, partagez vos succès et soutenez-vous mutuellement. Nous sommes incroyablement fiers de vous et votre persévérance. Vous êtes à la veille de franchir une étape majeure de votre vie. Nous sommes convaincus que vous la franchirez avec succès. Accrochez-vous, donnez le meilleur de vous-même et allez chercher cette victoire. Merci de votre aimable attention. J'espère que vous appréciez le moment. Bon, on va pas tarder. Liberté. On a parlé de liberté, fatalisme, liberté et responsabilité, liberté et déterminisme psychologique. Alors ce qu'il faut voir, c'est que le fataliste est quelqu'un qui croit que de toute façon ce qui devra arriver arrivera. Et donc qui se dit que je suis pas quelqu'un qui agit, mais je suis plutôt agi. Je n'agis pas, mais je suis agi. Comme le cas d'Édipe. Comme le cas d'Édipe dont parle Jean Cocteau dans La Machine infernale. En fait, c'est quelqu'un dont on a déjà tracé la voie et que de toute façon et de façon fatale, il passera forcément par ce chemin-là. Donc à partir de ce moment-là, on évacue la possibilité pour l'individu d'agir, la possibilité pour l'individu de choisir, parce que tout est déjà fait pour lui. Tout s'impose à lui. À partir de ce moment-là, nous sommes dans ce que les latins appellent le fatum, c'est-à-dire que l'absence de responsabilité, l'absence de choix chez l'homme, l'homme serait quelqu'un qui est agi, quelqu'un qui est manipulé. Par contre, quand on parle de libre arbitre, c'est qu'on considère que l'individu agit, fait un choix, mais le choix est étranger à toute forme de motif. C'est-à-dire que quand vous choisissez et que vous donnez le motif de votre choix, c'est que votre choix n'est plus libre. Si vous dites, je vous dis pourquoi vous êtes venu ici, vous dites, j'ai choisi de venir librement, personne ne m'a forcé à venir. Ok, je suis venu parce que je veux avoir le bac. Ah, en ce moment-là, votre choix a été déterminé par quelque chose. C'est que vous voulez avoir le bac, et c'est pour cette raison que vous avez choisi de venir. Donc pour qu'il y ait libre arbitre, il faut premièrement qu'il y ait un choix, et deuxièmement que le choix ne soit déterminé par rien. Et c'est là où se situe le problème. Est-ce que l'homme peut faire un choix sans raison? C'est pourquoi on parle de conception métaphysique de la liberté. Parce que dans la réalité, dans la réalité concrète, c'est difficile quand même.
quand on fait un choix, le plus souvent, il y a des motifs à notre choix. Alors, sur la science et la philosophie, il y a des questions qui viennent. Mais c'est surtout sur quoi on se base pour dire que la science domine la philosophie. Je crois l'avoir dit, hein, c'est qu'on considère que la science elle est très pratique, tandis que la philosophie elle est très, très théorique. Donc c'est pourquoi Hegel dit la philosophie c'est comme l'oiseau de Minerve, qui ne prend son envol qu'au début du crépuscule lorsque toute une vie a déjà fini de se réaliser. J'aime bien les questions sur la conscience et l'inconscient. Est-ce que l'inconscient constitue une négation de la liberté? Il est clair que si on considère qu'à travers la théorie de l'inconscient, l'homme n'est pas maître de lui-même, l'homme ne maîtrise pas son rêve, on ne peut pas se coucher le soir et dire que je ne vais pas rêver. On ne peut pas se coucher le soir et dire que je vais rêver de réussir au bac. Le rêve, il surgit comme il veut, je ne le contrôle pas. Donc il y a des choses de ma conscience que je ne contrôle pas. Par contre, Jean-Paul Sartre est quelqu'un qui considère que l'inconscient n'exclut pas la liberté de l'individu. Parce que l'individu ne peut pas se réfugier derrière l'inconscient pour ne pas assumer ses actes. Autrement dit, quelqu'un peut faire une bêtise et dire que quand je le faisais, j'avais perdu ma conscience. Sartre dit que ce n'est pas possible. L'alibi de l'inconscient n'autorise pas, l'hypothèse de l'inconscient n'autorise pas l'alibi de l'inconscience. L'hypothèse de l'inconscient avec T n'autorise pas l'alibi de l'inconscience avec CE. Donc on ne peut pas se référer à l'inconscient et faire ce qu'on veut, quoi. On fait ce qu'on veut et puis après on dit je ne l'ai pas fait exprès, c'est l'inconscient. De ce point de vue-là, l'existence de l'inconscient pour ça n'exclut pas du tout l'existence de la liberté chez l'individu. Bon, est-ce qu'il y a divers... La philosophie fait partie, on la range dans les sciences humaines. Est-ce que vous savez que dans beaucoup d'universités du monde, hein, quand vous avez un doctorat, on dit que vous avez un doctorat en philosophie. C'est-à-dire même quand vous faites médecine, vous avez un doctorat en philosophie. C'est ce que l'on appelle le PhD. Le PhD, c'est le Philosophical Doctorate. Donc vous avez un doctorat en philosophie, mais option médecine. Doctorat en philosophie, option mathématiques. Doctorat en philosophie. Donc ils ont gardé la tradition quoi, de l'unité des sciences. C'est ça le PhD. Le PhD, c'est le Philosophical Doctorate. Bon, chez nous, là, au Sénégal, vous avez un doctorat en philosophie, vous avez un doctorat en sociologie. Mais dans certains pays, surtout les anglophones, même quand vous avez un doctorat en philosophie, on vous dit vous avez le doctorat en philosophie, mais option philosophie ancienne, option philosophie moderne et contemporaine, option, etc. Parce que dans la philosophie aussi, il y a plusieurs orientations. D'accord? Maintenant, il faut voir que le philosophe est quelqu'un qui réfléchit sur l'art. Il réfléchit sur la production artistique. Il réfléchit sur l'interprétation de l'œuvre d'art. Il réfléchit sur les motivations de l'artiste. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est insensible à l'art, c'est quelqu'un qui, à travers l'esthétique, réfléchit sur qu'est-ce qui amène la réflexion chez l'artiste, l'imagination chez l'artiste, la production artistique, qu'est-ce qui crée l'inspiration chez l'artiste, que signifie une œuvre d'art. Est-ce qu'une œuvre d'art c'est une copie de la nature ou est-ce que c'est une œuvre d'art est une création qui n'a rien à voir avec la nature existante. Donc le philosophe est quelqu'un qui peut réfléchir sur l'œuvre d'art. Comment faire une bonne dissertation? Je ne sais pas. Comment faire un bon commentaire? Je vais vous raconter une histoire. L'Académie de Guédiawaye, pour les examens blancs, a donné mon texte au commentaire. Donc un texte dont l'auteur est moi-même. Il y a des candidats qui ont choisi le commentaire. Et pour faire la situation du texte, ils ont dit le texte est écrit par Djibi Diakhaté, philosophe bambara, d'origine malienne. Mais franchement, et il parlait de moi. Hein. D'abord, je ne suis pas bambara, je suis mort. Et je ne suis pas d'origine malienne, peut-être d'origine mauritanienne. Mais c'est ça que je dis. L'idée que aussi, lorsqu'on fait un devoir, dissertation ou commentaire, on doit être sûr de ce qu'on fait. C'est surtout ça, premièrement. Deuxièmement, M. Sen l'a dit tantôt, il faut éviter de cloisonner les leçons dans des problématiques qui s'expriment. On ne peut pas dire par exemple que ce sujet, mettons, l'homme est-il maître de lui-même, point d'interrogation. Vous dites ce sujet parle de liberté. Ce n'est pas seulement la liberté, c'est plusieurs problématiques qui sont soulevées par ce sujet. Ce n'est pas seulement la liberté. C'est l'État, c'est le travail,
c'est conscience et inconscient, etc. L'homme est-il maître de lui-même? Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de vouloir cloisonner les sujets dans des problématiques étriquées. Les sujets sont plutôt ouverts. Et on vous demande de réfléchir. C'est ça, c'est un appel à la réflexion. Et je vous assure que ce n'est pas compliqué. Du tout. Malheureusement, nos élèves, je crois que quelqu'un l'a dit, à l'approche du baccalauréat, guettent les fuites, quoi. Guettent les fuites. C'est État qui va sortir, c'est Liberté qui va sortir. Après, on donne des sujets qui n'ont rien à voir avec ça et on est perturbé. C'est comme cet élève de CM2 qui avait appris l'oreille et on lui donne l'œil. Et il dit, bon, l'œil est très important, il nous permet de regarder et de voir, mais il ne faut pas oublier aussi l'importance de l'oreille. Et après, il récite sa leçon sur l'oreille. Bon, c'est pas comme ça. Je dis, il faut bien s'assurer. Le programme de philosophie, il est vaste, c'est vrai, mais il est compréhensible. Hein. On peut le comprendre quand même. Hein. Je crois qu'on peut le comprendre. On regarde le programme, on le comprend. Les choses se tiennent. Moi, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès de ne pas dire je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça. Mais vous avez vu que ça se tient. Voilà, c'est de ça. Donc, dans la réflexion aussi, on soulève un problème et on vous demande de réfléchir.